Alain Ricanti n'est plus depuis ce lundi 13 novembre 2023 directeur des douanes béninoises. C'est désormais Adidjatou Hassan Zanouvi qui est aux commandes. Nommé par arrêté ministériel, Adidjatou Hassan Zanouvi assure son intérim cumulativement avec ses fonctions actuelles. La nouvelle directrice générale des douanes béninoises est une professionnelle chevronnée dans le domaine des finances et de la mobilisation. Elle a obtenu son diplôme des universités d'Orléans, de Tours et de Bordeaux en France, avec une expérience de 18 ans des postes de leadership financier, opérationnel et organisationnel. Adidjatou Hassan Zanouvi a occupé plusieurs fonctions importantes tout au long de sa carrière. Depuis le 28 juillet 2021, elle occupe le poste de directrice adjointe de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Par le passé, elle a également travaillé pendant plus de 5 ans au sein du Fonds africain de garantie des petites et moyennes entreprises. Sa nomination en tant que directrice générale des douanes béninoises par intérim succède Alain Ricanti. Adidjatou Hassan Zanouvi est une femme dynamique et qualifiée qui apportera une grande contribution à la direction des douanes au Bénin. Marché de gros à Calavi, site des logements sociaux de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce sont les chantiers visités en premier ce mardi 14 novembre 2023 par le ministre du Cadre de Vie, du Développement durable en charge des transports. José Didier Tonato et sa délégation ont ensuite mis le cap sur la ville de Cotonou où sont en construction la galerie marchande du stade général Mathieu Kérékou, la cité ministérielle, la cité de la Défense, le siège de la vice-présidence de la République, le centre des affaires maritimes, l'Institut national de la femme et le marché de Ganhi. Selon le constat fait à l'issue de la visite, tous les chantiers évoluent normalement avec un bon taux d'exécution. En chiffres, globalement, je peux vous dire que ça fait à peu près 500 milliards d'opérations en cours, de travaux. Ces chantiers sont mûrs. Nous sommes sur des projets qui sont en pleine évolution à différentes étapes. Et je peux vous dire ici que cette visite marque en réalité le temps des livraisons. Vous avez pu voir au niveau donc, du marché de gros que globalement on est au-dessus, on est au-delà de 80% pour l'ensemble des lots qui sont engagés. Vous avez pu voir que sur les entrepôts, nous sommes en phase d'opération préparatoire préalable à la réception des travaux. Vous avez également pu voir au niveau de la cité administrative qui est destinée à recevoir justement les services techniques des ministères que, après les difficultés que nous avons connues en fin d'année dernière, nous avons restructuré le chantier et procédé à une nouvelle adjudication et désormais l'entreprise, la nouvelle, a pris les rênes donc, du projet et ça marche. Nous sommes allés également à Wedo. Wedo, c'est le chantier du siècle, le chantier des chantiers, très complexe. C'est une ville qui est construite là-bas. Et donc, après toutes les étapes, les difficultés, il faut le reconnaître, et ça c'est le propre des projets, on a pu quand même trouver une nouvelle organisation qui nous permet donc de nous concentrer, d'avoir un focus sur la livraison des logements. Et je peux rassurer les populations béninoises que les logements socio-économiques promis seront livrés. Au premier semestre de l'année prochaine, nous serons en mesure de commercialiser un grand lot d'au moins 5000 logements. Une fois à Cotonou, en complément avec la cité administrative, vous avez vu quasiment la cité ministérielle est quasiment achevée. À côté de la cité ministérielle, nous avons la cité défense qui doit recevoir tous les états-majors des forces de défense et de sécurité de notre pays. Ce chantier est au démarrage, mais est sous contrôle, il n'y a pas de sujet majeur sur ce chantier. Il en est de même des bureaux de la vice-présidence que nous avons visités. Les grosses œuvres sont quasiment terminées aussi et les dates de livraison contractuelle seront respectées. Nous avons aussi visité le centre des affaires maritimes, le joyau
du boulevard de l'autre joyau, j'allais dire, du boulevard de la Marina, qui évolue également correctement. Après les ajustements, le chantier est relancé, c'est visible. Et donc, je peux ici vous dire que nous sommes sur des projets mûrs, maîtrisés, financés. Le reste, ce sont les difficultés de mise en œuvre inhérentes à tout grand projet de cette nature. Il faut reconnaître qu'on n'en a jamais fait dans notre pays. Et vous voyez le nombre de personnes impactées, les ouvriers béninois que nous avons rencontrés depuis ce matin. C'est autant d'impact dans les familles. Nous, en tant que CIMO, nous sommes très très contents d'avoir été associés à ce travail et l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous, que ce soit les maîtres d'œuvre, les architectes et toutes les parties prenantes, nous souhaitons vraiment les remercier et les inviter à plus d'ardeur pour que nous puissions livrer tout cela. Un retard dans l'exécution des travaux a été cependant relevé sur le chantier du siège de l'Institut national de la femme à Cotonou. José Tonato a ordonné la résiliation du contrat avec l'entreprise en charge des travaux. Le ministre du Cadre de vie, du Développement durable en charge des transports poursuivra sa visite ce mercredi 15 novembre 2023 sur les chantiers du siège de l'Assemblée nationale, des logements sociaux de Porto Novo et MIV. Au niveau du point 9, vous avez parlé de l'instauration des jardins au niveau des écoles. Je voudrais qu'on prolonge ça, Monsieur le ministre, pour parler plutôt, ou du moins en plus, de ce que nous qui avons fait la révolution, de ce qu'on a baptisé les coopératives scolaires. Les coopératives scolaires. Ça permet d'abord d'une part d'amener les enfants à apprendre le métier aussi de l'agriculture, mais aussi ça permet de prendre en compte un certain nombre de charges. Et en même temps, le cas de Banikwara doit pouvoir faire école, parlant des producteurs qui dégagent 1 franc. Et aujourd'hui, nous avions des sociétés d'État qui peuvent également contribuer à ce programme-là. Si on dit au niveau de chaque société d'État, comme on le fait pour d'autres secteurs, il faut dégager 100 francs sur tel paiement pour pouvoir contribuer au programme. Je crois qu'on aura les ressources qu'il faut pour renforcer davantage ce qui se fait. Comment se fait la répartition des cantines au niveau des départements? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas opté pour des magasins tampons dans les communes pour faciliter la distribution des vivres dans les écoles et rationaliser la dépense publique? Monsieur le ministre, en dehors de ces questions d'ordre organisationnel, des préoccupations relatives à la santé des élèves suscitent encore beaucoup d'interrogations. Il ne faut pas sortir du contexte, il ne faut pas sortir du sujet, il faut rester dans le thème. Et ça me ramène à dire, le hautement social intégré dans le programme du gouvernement de mon pays, le gouvernement de la rupture, comme on aime bien l'appeler, veut dire en français facile, tirer tous les enfants du Bénin vers le haut. Affermage du service public de l'eau potable en milieu rural. Quelles sont les raisons ayant conduit l'État à opter pour la délégation du service public de l'eau potable en milieu rural? Est-ce que ce n'est pas une autre stratégie pour privatiser le service et augmenter les peines des populations, car les fermiers internationaux sont privés et ils veulent du profit? Quel est désormais le rôle des communes dans la gestion du secteur de l'eau potable en milieu rural? Depuis la prise en main des ouvrages hydrauliques par les opérateurs régionaux, force est de constater que les problèmes persistent dans la fourniture d'eau potable aux populations. Quelle est l'assurance du gouvernement de la continuité de la fourniture d'eau potable aux populations? Monsieur le Président, toutes les localités retenues pour les 95 l'ont été sur la base donc de l'étude diagnostique réalisée entre 2016 et 2017 et qui couvre toute l'étendue du territoire national. Les 95 ne sont qu'une partie de l'ensemble du programme. D'autres projets
pour couvrir donc l'ensemble du programme en milieu rural vont être, vont permettre donc de couvrir et de rattraper donc ces communes qui n'ont pas été encore prises en charge, Monsieur le Président. Ce programme de 95 fait partie donc de notre programme à court terme, le plan d'investissement donc à court terme qui regroupe un certain nombre de projets qui étaient déjà en cours et qui ont été donc renvoyés à l'Agence de l'eau après sa création en 2017. Ce programme était géré par la Direction générale de l'eau. Donc quand l'agence a été créée, un programme d'investissement à court terme a été donc mis en place qui permet donc d'aller très vite par rapport aux cas urgents. C'est vrai, il n'y a pas d'eau partout, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc les cas les plus importants, les plus urgents ont été donc ceux-là qui ont été adressés dans le programme d'investissement à court terme. Ici, c'est 4 thérapies. Avant, les trucs passaient bien, mais depuis que les rafts ont commencé là, c'est difficilement, on suivi même. Parce que tantôt, ils viennent ici, ils ramassent les trucs des gens là. C'est un peu débile, tu vois. Donc facilement, on trouve un peu ce qu'on gagne. S'ils viennent ici, peu importe ce qui se passe là, ils viennent, ils prennent leurs trucs. Ils viennent ici avec leur voiture, ramassent les bagages des gens. Mais c'est pas facile pour les vendeuses aussi, parce que nous aussi, si c'était qu'on avait des moyens, on aurait dû prendre des boutiques. Mais tout le monde n'a pas les moyens, c'est pour ça qu'on se débrouille quand même. C'est grâce à ça que nous on survit. Si eux viennent ici, ils ramassent tout, ils mettent ça à la brigade, c'est un peu dommage, ça ne va pas. On a plein de difficultés à rester sur la voie. Maintenant, avant, c'est parce qu'on reste sur la voie et les policiers sont venus nous chasser pour à l'intérieur. Maintenant, pour à l'intérieur, nous qui n'avons pas de boutique, moi par exemple, maintenant, je n'ai pas de boutique. J'ai une place à côté, ici j'ai juste une place, mais c'est dehors que je reste chercher les clients pour mettre à l'intérieur. Maintenant, pour avoir aussi les clients dehors, quand tu cherches les clients, quand les policiers viennent, les clients fuient. Et quand les clients fuient, on va manger comment? On ne peut pas manger, on ne peut pas travailler pour manger. On va faire quoi pour manger? On n'a rien d'autre comme travail qu'on peut faire pour manger. Même pour manger, c'est difficile. Pour payer l'argent de place aussi au marché, c'est difficile. Aidez-nous. On n'a plus rien à faire. Aidez-nous, c'est vous qui va nous aider. Vous devez nous aider et on va aussi vous supporter. Donc pardonnez, on vous supplie. Si le gouvernement peut nous aider, bon, à mieux rester ici, c'est bon. Parce qu'il nous dit d'aller dans le marché. Bon, même dans le marché, là, dans le marché est tellement coincé, donc il n'y a pas d'endroit dans le marché pour rester, pour vendre. Si tu es dans le marché, les bonnes dames de là-bas, eux aussi te chassent aussi, de la carte quitter leur devanture. Donc c'est la seule issue qu'on a trouvée, c'est de rester ici pour chercher un peu, juste pour survivre. Mais si le gouvernement peut nous aider, bon, à mieux survivre ici, même s'il prend les marchandises là, bon, il peut remettre ça, c'est un peu calme. Parce que s'il prend, il saisit tout. La plupart des bonnes dames qui sont ici, ils parlent à Sakiam pour prendre un peu des sous. Bon, à l'aide de ça, eux là, ils vendent, trouvent un peu pour nourrir la famille. Mais si elle prend tout là, ils ne trouvent pas l'argent. Bon, c'est dur. Toi-même, tu sais, même si on cherche les moustiques là, ils reviennent au lit. Il n'y a pas d'antidote pour ça. Ah, on est déjà habitué, à moins que bon, ils nous trouvent un bon endroit, un bon emplacement pour qu'on puisse rester. C'est tout. L'armée malienne a pris la ville stratégique de Kidal au groupe rebelle Touareg. L'insoumission de cette ville et de sa région était un motif ancien d'irritation à Bamako, y compris chez les militaires qui ont fait de la restauration de la souveraineté territoriale leur leitmotiv. Le communiqué du colonel Assimi Goïta annonçant la reprise de ce foyer historique des insurrections a été lu à la télévision nationale. 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées
de Kidal. Cette annonce parachève une offensive terrestre et aérienne lancée en fin de semaine passée. Les groupes rebelles avaient repris les hostilités en août. Le retrait de la mission de l'ONU a déclenché une course au contrôle du vaste territoire du Nord. Avec l'arrivée des FAMA à Kidal, des opérations sont encore en cours pour la sécurisation de cette ville. À l'heure actuelle, l'armée contrôlerait en particulier la piste aérienne et le camp récemment évacué par la mission de l'ONU. Les rebelles séparatistes ont fait couper vendredi le réseau de téléphone alors que l'armée progressait vers la ville. Les Somaliens ont les pieds dans l'eau. Les inondations provoquées par les pluies diluviennes ont fait au moins 31 morts dans le pays, alors que depuis octobre, cet épisode météorologique a provoqué le déplacement de près d'un demi-million de personnes et causé d'importants dégâts matériels, notamment dans la région de Gédo, dans le sud. Les inondations entraînent de nombreux dégâts dans la région et la situation est très préoccupante. La force de l'eau pousse les gens à courir pour sauver leur vie. Nous avons découvert un cadavre ce matin et sur le chemin de retour après les obsèques, un de ses proches a été emporté par les flots. Les inondations pourraient mettre en danger la vie de quelques 1,6 million de personnes, alors que 1,5 million d'hectares de terres agricoles pourraient être détruits. Le procès du massacre de septembre 2009 en Guinée a repris lundi à Conakry après 3 semaines de suspension. Une reprise sur fond d'opération commando qui a fait passagèrement sortir de prison des accusés le 4 novembre. Le raid a fait 9 morts. 3 des accusés, dont Moussa Dadis Camara, ont été repris le même jour. L'un d'eux est toujours dans la nature. L'absence d'un accusé représente toujours une insuffisance. Parce que, comme vous le savez, le colonel Pibi, c'est un des accusés pas les moindres. Donc son témoignage peut constituer une substance essentielle pour la manifestation de la vérité. Redoutant les capacités de nuisance du fugitif, plusieurs avocats au procès des parties civiles comme de la défense ont exprimé des craintes pour leur sécurité. Écoutez, quand un commando vient en pleine capitale exfiltrer 4 accusés, je pense que c'est un motif suffisant d'avoir peur, d'être inquiet par rapport à la suite de ce procès. Raison pour laquelle nous avons interpellé les autorités afin que le fugitif le plus recherché de la Guinée soit retrouvé, afin qu'il puisse comparaître et répondre de ses actes. Parce que nous savons tous la capacité de nuisance du colonel Claude Pivi qui a servi l'armée depuis 1985. Je suis allé directement au but, constatant une défaillance au niveau de l'appel. Et j'ai vu que mon client était non présent dans la salle, raison pour laquelle j'ai demandé au tribunal de s'adresser au parquet, au ministère public, afin que nous sachions où se trouve le client, colonel Claude Pivi, qui n'a pas répondu à l'appel du tribunal. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées lors d'un rassemblement de l'opposition en Guinée en 2009, selon une enquête de l'ONU. Les Libériens votent ce mardi pour décider s'ils reconduisent à la présidence l'ancienne gloire du foot George Weah, au bilan critiqué, ou s'ils lui préfèrent le vétéran Joseph Boakai malgré son âge. Comme de nombreux électeurs, Bestman Touadeya est venu voter à Monrovia. Il estime que cette élection sera décisive. Cette élection va décider de l'avenir de ce pays. C'est pourquoi elle est si importante. Ce que j'attends de cette élection, c'est qu'elle soit libre, juste et transparente et qu'à la fin, le vainqueur devienne le président de ce pays pour les 6 prochaines années. Chaque citoyen du Libéria doit exprimer sa volonté politique et surtout, je tiens à dire au peuple libérien que ces élections doivent être libres et équitables. Nous ne voulons pas de bagarre, nous ne voulons pas d'affrontement. Je voudrais demander à ce que tous les citoyens puissent faire valoir leur volonté politique. Cette élection est la première organisée sans la présence de la mission des Nations Unies au Libéria, créée en 2003, pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250 000 morts entre 1989 et 2003, et dont le souvenir reste vivace.
L'avionneur américain Boeing a annoncé mardi une nouvelle commande venant de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines au deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï. La compagnie africaine a confirmé la commande de 20 exemplaires du Boeing 737-8 et 11 du Boeing 787-9. Il ne s'agit que de la première phase. Nous prévoyons un autre cycle de renouvellement de la flotte dans les années à venir, ce qui nous permettra de commander des avions supplémentaires. Depuis le crash d'un Boeing 737 MAX au sud-est d'Addis Abeba en 2019, causant la mort de 157 personnes, les compagnies du monde entier avaient immobilisé au sol ces aéronefs. Mais Ethiopian Airlines mise de nouveau sur cet appareil. Ce modèle serait désormais sûr, selon le transporteur. L'accident du 737 MAX qui s'est produit il y a 4 ans est un accident vraiment très triste. Il a laissé une grande cicatrice dans notre mémoire. Nous sommes toujours tristes pour les victimes de cet accident. Nous avons contrôlé et confirmé que le défaut de conception de cet avion avait été entièrement corrigé par Boeing et nous avons de nouveau confiance en cet avion. By Boeing, and we have renewed our confidence in that aircraft. Boeing a décrit cet accord comme le plus grand achat d'avions Boeing de l'histoire de l'Afrique sans donner de prix de vente. Au prix catalogue rarement appliqué en raison des rabais consentis, la transaction représente plus de 5,6 milliards de dollars. « 30 ans après qu'une plainte a été déposée contre lui à Bordeaux en France en 1995, le procès de Sostène Munyemana a débuté devant la cour d'assises de Paris. Ce gynécologue rwandais de 68 ans est jugé pour génocide et crimes contre l'humanité, entre autres. Vous parliez de 70 témoins qui vont défiler à la barre. Je pense qu'à la sortie de tous ces témoignages et de tous ces témoins, je pense qu'il y a une vérité judiciaire qui va sortir et que justice va être faite. Mais se pose un problème de mémoire 3 décennies après les faits. La partie civile dénonce la léthargie supposée de la justice française sur ce dossier. Plus le temps passe, plus les témoins disparaissent, plus les mémoires s'effritent, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Et puis la justice française a pris un tel retard que ce retard ne se rattrapera jamais. C'est ça le drame pour les rescapés et leurs familles. Le gynécologue, considéré comme un notable de la région de Boutaré, est accusé d'avoir participé à un comité de crise et a mis en place des barrières et des rondes au cours desquelles des personnes ont été interpellées avant d'être tuées. En 28 ans et 5 jours, jamais aucun indice matériel, aucun écrit, aucun élément susceptible d'être incontestable n'a jamais été versé au débat de l'instruction. Jamais. C'est le plus ancien dossier instruit en France au nom de la compétence universelle de la justice sur des faits liés au génocide rwandais qui a fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, selon l'ONU. L'Éthiopie n'a pas d'intention belliqueuse vis-à-vis de ses voisins, mais n'abandonnera pas sa prétention à un accès à la mer Rouge, a réaffirmé mardi son Premier ministre Abiy Ahmed aux députés. Le 13 octobre, Abiy avait suscité l'inquiétude en expliquant que la paix dans la région dépendait d'un accès à la mer Rouge pour l'Éthiopie enclavée et ses 120 millions d'habitants qui en font le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Nous n'avons pas l'intention de violer ou d'envahir la souveraineté de nos voisins, mais nous demandons une discussion sur l'accès à la mer Rouge pour faire du commerce. Nous ne savons pas ce qui se passera si notre demande n'est pas résolue par la discussion, les négociations ou les conditions commerciales. Quoi qu'il en soit, l'Éthiopie ne tirera pas une seule balle sur l'Érythrée, la Somalie, le Djibouti ou le Kenya. Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie ne pouvait plus dépendre, comme aujourd'hui, du seul port de Djibouti pour son approvisionnement, agitant le spectre de la faim si l'Éthiopie n'y avait soudainement plus accès. Nous n'avons pas choisi de résoudre cette question d'accès à un port à travers un conflit. Nous avons dit « évitons un conflit ».
Si les gens ont faim, ils sont prêts à tout, sauf à accepter de mourir. Le chef du gouvernement éthiopien a affirmé que son pays souhaite discuter au plus vite avec les pays voisins d'une intégration régionale en Afrique de l'Est qui favoriserait le commerce transfrontalier, assurant que l'Éthiopie ne ferait pas valoir ses intérêts par la guerre mais uniquement par le dialogue.